Alors j'ai avec moi Titu Lecoq, Romain de Salles et Julia Faure. Tous les trois, vous êtes à l'origine de belles newsletters. Et je propose qu'on passe chacun 2-3 minutes pour expliquer ce que vous faites, en commençant par Titu. Bonjour. Avec une particularité, Titu Lecoq, c'est que sur le marché français, tu es l'une des seules newsletters, ou l'une des rares newsletters à avoir été créée autour de ton nom. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment et où on est aujourd'hui de cette newsletter? J'ai une autre particularité, je pense que je suis une des plus vieilles. Et ça, quand même. Sur le marché des newsletters. Oui, sur l'internet français peut-être aussi maintenant. Mais donc il y a 6 ans, je travaillais comme pigiste pour le site Slate. Et je faisais du coup des articles de manière un peu aléatoire. Et Charlotte Pudlowski, qui était rédactrice en chef, a voulu me fidéliser. En fait, le premier truc, c'était voilà. Et du coup, que j'ai un fixe, que je sois payée de manière fixe et que je produise de manière fixe au lieu de faire un peu n'importe quoi. Et que j'arrête de prendre des vacances. Et du coup, tu es bloquée. Et donc voilà, je suis bloquée. Non, mais en plus, c'est terrible parce que personne ne me remplace. Comme c'est très incarné, c'est-à-dire quand je pars en vacances, il n'y a pas de newsletter. Ah, quelle responsabilité. Et voilà, et je pense que quand je l'ai créé, il y avait aussi une facilité qui était d'avoir tenu un blog, d'être très dans l'écriture même journalistique à la première personne. Et le fait d'avoir eu un blog, c'était déjà à l'époque gérer une communauté et voir comment on s'adresse aux gens dans un rapport qui est plus intime, plus personnel en tout cas, que la forme journalistique classique. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas abonnés à Titu Lecoq, la newsletter, qu'est-ce que c'est et à quoi ça ressemble? Ça parle de quoi? Eh ben, ça ressemble à rien. C'est un peu le principe. Non, mais les gens me disent, on ne sait jamais de quoi ça va parler. Il y a des newsletters un peu thématiques qui existent sur le marché. Moi, non. Donc c'est vraiment genre, quelle est ma lubie du moment? Donc ça peut être, alors j'ai des spécialisations, je parle beaucoup de féminisme, je parle beaucoup de violences sexuelles, etc. Mais ça peut être un truc sur, je me suis acheté un compost. Et donc ma grande aventure avec le compost. Donc c'est vraiment, après sur l'ensemble, sur un mois, j'essaye de doser un peu les sujets plombants, les sujets un peu plus légers. Et moi, comment je ressens l'actu aussi. Tu vois, je trouve que, particulièrement en ce moment, je trouve que l'actu est quand même un peu lourde et les gens sont un peu tendus. Donc j'ai plus envie de faire des trucs calmes et à la cool. Donc voilà, j'essaye aussi de prendre le contre-pied de l'ambiance générale. Est-ce qu'il y a un rythme, un rendez-vous, ou c'est un peu en fonction de l'envie? Ah ben non, si, il y a un rendez-vous, c'est bien ça le problème. C'est que c'est tous les vendredis. À 11h, elle est envoyée. Et donc, voilà, il faut que je m'y mette tous les jeudis. Il faut que j'écrive mon texte. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la communauté que tu as fédérée autour de cette newsletter et du Alors moi, le chiffre que je retiens, c'est pas la communauté. Je ne regarde pas mes chiffres. Le seul chiffre que je vois toutes les semaines, c'est là. Donc j'ai envoyé la 263e la semaine dernière et j'étais affolée. Je me suis dit, mais j'en ai écrit 263. Mais qu'est-ce que j'ai écrit, quoi? Et après, la communauté, je sais pas trop. Je suis pas payée en fonction de ça, donc c'est l'avantage. Je sais que les gens ouvrent les liens. Et ça, c'est quand même parce qu'il y a le texte et après, je fais une revue du web. Et les gens cliquent sur les liens. Je sais parce qu'à un moment, il a été question de la monétiser, etc. à Slate, il m'avait dit oui, mais ça vaut parce que ils sont très fidèles, les gens sont fidèles et voilà, ils suivent tes prescriptions. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais effectivement, sur la newsletter, ce qui va compter, c'est pas forcément l'audience ou le nombre d'abonnés, puisque ça peut tout et rien dire, ça va plutôt être l'engagement, le taux d'ouverture. On va passer la parole à Romain. Romain, tu es monsieur TTSO, Time to Sign Off. Je ne sais pas si mon micro marche. Mon micro marche? Oui. Bon. Voilà, bonjour, je m'appelle Romain de Salles, je suis le fondateur de Time to Sign Off. Alors Time to Sign Off, je suis encore plus vieux. Je suis encore plus vieux, on a 10 ans. Wow. Je suis l'ancêtre de l'Internet. Et donc, on a lancé il y a 10 ans avec 0 abonnés. Nous, on regarde nos chiffres parce qu'on monétise ardemment cette newsletter. Donc, on a 150 000 abonnés maintenant. Time to Sign Off, c'est une newsletter d'actualité. Donc c'est une newsletter quotidienne qui tous les soirs
à 6h15, on a avancé l'heure de sortie depuis le confinement, mais aux alentours de 7h, au moment où la vie des gens bascule entre le professionnel et le social, va remettre les compteurs à niveau sur l'actu, de manière très, très courte, hein, c'est 5 sujets, c'est j'espère très informatif, j'espère aussi assez drôle, et voilà ce que je peux vous dire sur TTSO. Nous on regarde très précisément nos chiffres, on y reviendra peut-être, et je suis heureux de partager tout ça avec vous. Et ce qui était intéressant, la promesse de base, c'était vraiment de nourrir les conversations pour les dîners. Ouais, alors j'essaye de faire en sorte que ce soit pas aussi effrayant. Merde, mon téléphone. Que ça, mais de fait, c'est vrai que la promesse de base, c'est tout le monde coupe avec l'information au moins l'après-midi en s'enchaînant sa vie professionnelle, et que le soir, les conversations, quelles soient les conversations de dîner en ville ou les conversations de dîner à la table familiale, les conversations se font quand même beaucoup à base d'actu. Et donc on essaye de donner des munitions sur les 5 faits majeurs d'actu. Et j'insiste sur le fait majeur d'actu, parce que ça, on va y revenir. La valeur que livre TTSO est vraiment une valeur de tri. Et puis il y a une valeur de ton, mais c'est vraiment une valeur de tri. Donc voilà. Très bien. Et pour finir sur ces présentations, Julia, donc tu es la cofondatrice de Loom, c'est une start-up qui est née d'une newsletter. Tu vas nous raconter tout ça. Comment tu définis Loom et le ton que vous avez dans la newsletter? Du coup, Loom, y a certaines personnes qui connaissent un peu l'histoire ici, parce qu'à la base, c'est un projet qui découle de la newsletter Merci Alfred, et qui ensuite s'est indépendantisé. Donc c'est une marque de vêtements, des basiques, de bonne qualité, fait pour qu'on n'ait pas besoin d'en racheter, et produit le plus éthiquement que possible en essayant de... Merci Alfred, qui fait partie de la galaxie My Little Paris, qui organise cette table ronde d'ailleurs. Donc à la base, c'est au sein de Merci, c'est un dérivé de Merci Alfred, quoi. C'est-à-dire que c'était la newsletter Merci Alfred qui s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt, en tout cas du côté de sa communauté, pour avoir des fringues de bonne qualité et bien faites. Et c'est vraiment parti de là, quoi. Au début, il y a une newsletter qui était envoyée en disant voilà, on a fait cette chemise, est-ce que ça vous intéresse, etc. Et ça a bien marché, quoi. Et donc au fil des années, en 2016-2018, Loom s'est indépendantisé, donc on est sorti de Merci Alfred et de My Little Paris, mais c'est resté une marque très axée. Son premier média, c'était la newsletter. Le truc, c'est très courant en fait, toutes les marques ont des newsletters. Des newsletters marketing, des vous avez une newsletter éditoriale qui est aussi une vraie différence. Ouais, voilà, donc c'est nous notre différence avec, je dirais, les autres marques, c'est que cette newsletter, on est resté une marque très éditoriale, et au fur et à mesure des années, nos engagements se sont aussi assez radicalisés, c'est-à-dire qu'au début on faisait de la pub, on faisait de la promo, et au fur et à mesure des années on a arrêté de faire des pubs, on a arrêté de faire promo, on a arrêté de faire des 10%, etc. Donc on a arrêté d'envoyer des newsletters promotionnelles, etc. Donc pour arriver aujourd'hui à un format newsletter extrêmement peu régulier, c'est-à-dire qu'on écrit quand on a quelque chose à dire, donc des fois on n'écrit pas pendant plusieurs mois, et des fois on peut écrire 2 fois en un mois. On fait aussi attention à comme on s'est mis comme contrainte aussi de ne plus jamais inciter les gens à consommer des choses dont ils n'en ont pas besoin. Ça fait un truc bizarre en fait pour une newsletter de marque où on va dire on a fait ce t-shirt, voilà comme on a fait, mais il sera encore là dans 6 ans, donc pas la peine de l'acheter maintenant, mais juste pour que vous soyez au courant. Donc on parle quand même de nos produits. Et l'autre chose dont on parle, qui est en fait l'autre pilier de notre marque, c'est que comme on fait pas de pub, comme on fait pas de promo, notre seule manière de nous faire connaître, c'est de s'appuyer sur une partie média, qui est notre blog, qui s'appelle La Mode à l'envers, qui décrypte en fait les dessous de l'industrie textile. Et on a la particularité de voir des choses qui seraient compliquées à voir si on était des journalistes, dans le sens où on est partie prenante du business, et dans le sens où on ne travaille que sur ce sujet en permanence. Donc on sait des choses sur le textile parce que ça fait 5-6 ans qu'on est que seulement là-dedans, quoi. Alors comme ça, on a l'impression que vous êtes tous les trois très différents, même si vous avez la particularité de faire une newsletter, mais vous avez aussi beaucoup de points communs, que ce soit, je pense notamment à la communauté, le fait que vous ayez réussi à fédérer une audience qui vous attend, qui partage vos contenus. Pour Loom, par exemple, j'ai reçu juste avant la table ronde un message d'une amie qui me dit « Oh super, tu animes une table ronde avec Julia, je suis une big fan ». Donc il y a une communauté autour de Loom.
Time to sign off aussi, hein, il y a vraiment un effet le soir quand on reçoit la newsletter. Je pense que voilà, on retient les infos, on a envie de les partager aussi. Titu aussi, je pense que si ça a écrit 270 newsletters, c'est que derrière il y a aussi un engouement. Comment vous faites pour justement entretenir ce lien avec la communauté? Parce que finalement la newsletter c'est quand même quelque chose d'assez descendant, qu'on envoie et derrière pas forcément de retour. Comment vous faites pour créer cet engagement et créer cette communauté autour de vos médias? Enfin, ma réponse n'est pas plus intéressante que n'importe laquelle, hein, mais ce que tu disais sur le fait que ce soit très incarné, il y a un truc dans la newsletter, c'est qu'on est tous sur un média qui est un média à la fois très vieux, qui est l'emailing, mais qui est un média qui a une spécificité énorme, qui est un média de très grande intimité. Le fait de rentrer dans l'inbox de gens qui ont demandé à vous avoir, qui dans notre cas nous ouvrent 6 fois sur 10, donc il y a une très très forte intimité. Quand vous recevez un spam dans votre inbox, vous avez l'impression qu'on vous a cambriolé votre salon. Donc on est sur une voix qui vient vous parler à échéance plus ou moins régulière selon nos modèles. Mais comme tu disais, une voix très incarnée. Alors toi, très incarné de manière en montrant qui tu es, en signant tes trucs. Nous, au contraire, en faisant très attention, on voit jamais ma gueule, on voit jamais la gueule de qui que ce soit d'ailleurs. C'est Monsieur et Madame TTSO. On fait très attention à ce que ce soit à la fois une voix très personnelle, mais en même temps quelque chose de totalement anonyme. Ça participe de la mystique du truc, enfin, c'est marrant, etc. Donc il y a une communauté, il y a une communauté à la fois par le ton qu'on a, je pense parler pour nous tous, et aussi par l'instrument sur lequel on est. On a tendance toujours à regarder l'email comme quelque chose, enfin, de prendre l'email comme quelque chose d'acquis, parce que c'est tellement vieux, mais c'est quelque chose qui est extrêmement différent dans les usages du mail. Il n'y a rien à voir entre recevoir tous les soirs une newsletter, ou pas tous les soirs, mais recevoir une newsletter et l'ouvrir, et les hasards du surf pour s'informer en surfant du Parisien au Monde et du Monde à 20 minutes. Donc voilà. Et Titu, toi qui es passé du blog à la newsletter, il y a quelque chose qui a changé aussi dans la façon d'écrire, de dialoguer aussi avec le public? Alors là, ce qui a changé, c'est les sujets, parce qu'il y a quand même... je pense que moi, il y a un peu de ça chez les lecteurs et les lectrices. Il y a un truc qui se crée dans le temps, après, on grandit ensemble, etc. Mais aussi, depuis MeToo, il y a un besoin de partager des expériences, d'avoir un décryptage sur les rapports femmes-hommes, sur le féminisme, etc., qui est une grosse demande, et il y a vraiment un besoin d'échanger. Et c'est assez intéressant parce que la newsletter, moi je ne savais pas, je n'avais jamais tenté cette expérience. En fait, les gens ils font répondre à quand ils reçoivent la newsletter. Et moi je me disais, c'est vraiment idiot. En fait non, les gens sont plus intelligents que moi, parce que quand ils font répondre à, ça arrive dans ma boîte mail. En fait, ils m'envoient des mails. D'accord, c'est pas une adresse no reply. Non, pas du tout. Ça arrive vraiment chez moi. Et c'est assez troublant, parce que ce que les gens te répondent depuis leur boîte mail, effectivement, je suis d'accord sur un rapport intime à l'inbox, c'est pas la même chose que le commentaire qu'ils lâcheraient sur la page Facebook de Slate. Ça n'a rien à voir. Donc moi, j'ai beaucoup de gens qui vont partager des choses difficiles qu'ils ou elles ont traversées, en même temps qui ne me demandent pas forcément de réponse, d'ailleurs, qui me disent « je sais, vous devez être débordés, etc., mais j'ai besoin de... voilà, je voulais vous dire, tel texte, ça a résonné pour moi ». Donc il y a vraiment ce truc de besoin de prise de parole, je le vois vachement, de confidence, de trucs un peu grande sœur pour des plus jeunes, enfin... mais qui est, je pense, lié et au fait que je l'incarne et que je m'épargne pas non plus dans ce que j'écris, et les sujets se prêtent à ça, quoi. Donc il y a ce lien presque intime avec le public qui répond, qui réagit, et qui a l'impression d'écouter. Ouais, et après j'essaye parfois, enfin voilà, quand on me corrige sur un truc, ou tu t'es trompé sur tel truc, ou je suis pas d'accord avec tel papier, il y a plein de fois déjà je réponds, puis je peux reprendre la newsletter suivante, ah bah j'ai eu des retours sur tel truc, ou parfois je leur dis mais je vous ai conseillé tel livre, il est super, personne m'a répondu, personne l'a lu, quoi. Et en fait, je pense que oui, ça crée quelque chose d'interpeller les gens comme ça. Chez Loom aussi, vous avez des réactions que vous arrivez à mesurer sur vos contenus et sur ce que vous publiez?
si on arrive à mesurer mes chiffres, c'est ça? Oui, enfin, non, que ce soit en termes de partage, de viralité de vos contenus, c'est... Ouais, c'est pas tellement lié à la newsletter. Pour le coup, en fait, souvent, donc, il y a des articles de blog et généralement, on les relaie par newsletter et tout, mais on peut aussi faire des newsletters s'il n'y a pas d'article qui est lié. Et donc, on a une communauté qui grossit nous, on a une newsletter, on est de manière très originale sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram. Mais le chiffre qui nous intéresse le plus, la communauté qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr la newsletter. Enfin, c'est bien sûr, je sais pas si c'est évident pour tout le monde, etc. Mais déjà parce que c'est trop chiant de faire les autres réseaux. Enfin, je trouve ça inintéressant au possible de faire grossir une communauté Insta, Facebook, etc. Parce que on s'est bien rendu compte que c'était très facile de les faire grossir artificiellement. Qu'à partir du moment où tu refuses donc pas de pub, pas de truc promotionnel, mais pas non plus d'affiliation, pas payer d'influenceurs ou d'influenceuses pour qu'ils parlent de nous, pas de jeux concours, etc. Tu vois donc la communauté de tes réseaux sociaux qui grandit, nous littéralement 10 fois moins vite que les marques qui se sont lancées en même temps que nous et qui usent de ces choses-là, quoi. Mais l'autre problème, c'est quand tu payes pour faire grandir artificiellement ces communautés, ça veut dire que ta communauté est de mauvaise qualité, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui peuvent... Sur Facebook, en ce moment, c'est extrêmement fort. Tu peux dire quelque chose et les gens sont hyper agressifs avec toi, tu vois. Mais genre de manière complètement disproportionnée, où tu es là, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc d'autant plus quand cette communauté, elle t'aime pas déjà par avance. En fait, c'est des trucs de violence que nous on veut s'épargner. Quand on est 5 dans la boîte, on n'est pas là pour souffrir, ni en allant sur un réseau qui nous intéresse pas, ni en devant répondre à des attaques de gens qu'on connaît pas et alors qu'on n'a rien fait de mal, quoi. Enfin, vraiment qu'on essaie de faire de mieux. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est la newsletter, parce qu'en fait nous, notre sensation, c'est que c'est un endroit où tu peux, assez safe, comme tu dis, quoi. Il y a un espèce de truc qu'on peut pas t'insulter en public alors que les autres, il y a vraiment un truc de danger qui peut être là, et que même si on n'a rien à se reprocher, etc. Enfin, c'est tellement violent et peu protégé comme endroit que c'est pas très intéressant. Alors que quelqu'un qui veut t'insulter en réponse à la newsletter, il y a que toi qui vois sa réponse et tu peux le supprimer, etc. Donc c'est plus important. Et puis on pense aussi, moi je pense que c'est ce qui va rester, en fait. Peut-être que, j'ai pas les boules de cristal, mais j'ai l'impression qu'on va encore utiliser des mails pendant longtemps. Et que, alors que les autres réseaux vont monter, vont descendre, etc., là, tout le monde nous dit, là, il faudrait se mettre sur TikTok. Et nous, on est trop vieux. Et il y a des gens dans ma boîte qui ont 25 ans, on est trop vieux pour aller sur TikTok. Enfin, vraiment, on est là, non, on n'y arrivera pas, etc. Il faut danser devant une... Enfin, on ne peut pas, quoi. La newsletter, il y a un vrai truc de... t'as pas besoin de savoir faire de vidéos. Bon, il faut mettre peut-être de temps en temps une belle image, mais en fait, on se base sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire écrire des choses, raconter... donner le plus de transparence possible. Et notre manière de fidéliser ces gens et de faire en sorte qu'ils se lassent pas justement d'ouvrir une newsletter, qui est une newsletter de marque, qui n'a pas le sex appeal de vos deux newsletters qui peuvent être paraître désintéressés, qui sont désintéressés, en tout cas qui apportent de l'information générale. C'est justement on pense notre newsletter non pas comme une... moi je lis ta newsletter toutes les semaines, quoi. Mes inspirations, c'est pas du tout... c'est des trucs journalistiques, parce que je me dis qu'est-ce qui fait que je continue à ouvrir les newsletters, qu'est-ce qui fait que je continue à les lire. C'est quand les newsletters m'apportent, m'ouvrent les yeux sur quelque chose que je ne connais pas avant, donnent un contenu que j'ai pas avant, et quand il y a un truc où on ne me manipule pas non plus. Les newsletters de marque, au bout d'un moment, on a vu que t'es une vache à lait, ça marche, hein. Là, si j'envoie une newsletter demain en disant moins 20% sur ce produit, je vais en vendre énormément, je vais avoir un pic de vente, etc. Mais je sais qu'à long terme, en fait, tu romps la confiance de ta communauté. Donc pour maintenir la confiance de ta communauté avec ta newsletter, il faut les traiter comme des lecteurs et non pas comme des clients, quoi. Ce que j'entends aussi, c'est vraiment cette idée d'être chez soi et de créer sa communauté avec un email. On a l'adresse email de son audience, de ses abonnés, et on n'est pas sur un réseau social comme Facebook, comme Twitter, ou comme même LinkedIn ou TikTok, où du jour au lendemain, on peut ne plus arriver à toucher son public. C'est aussi important pour vous d'avoir ce lien très direct avec l'email, même si des fois il peut y avoir des problèmes de mise en spam, de délivrabilité, etc. C'est quand même plus direct que d'autres canaux. Oui, non, c'est très vrai, le côté, oui, le mail, ça va rester, et les réseaux, effectivement, on sait que ça change, on les a vus, voilà. On a vu ce qui est arrivé à MySpace, quoi. Donc,
Donc ça c'est très vrai et moi j'aime bien, il y a un truc que je vois parfois qui est très mignon, je vois les gens qui transfèrent ma newsletter parce qu'ils ont fait une mauvaise manip en appuyant, et donc tu vois genre hey maman, je t'en parlais hier, et après il y a ma newsletter et ça c'est charmant. Et c'est charmant toi aussi, Ouais, et ça c'est hyper mignon. Et donc, ouais, les gens la transfèrent. Enfin, tu vois, tu as en plus un truc de partage comme sur un réseau social, effectivement, où tu peux la transférer à tous tes potes et en parler après, etc. Et donc, ça a une puissance, mais une espèce de puissance sous-marine, invisible. Tu peux pas, tu vois. Tu peux pas savoir quelle newsletter cartonne ou pas, quoi. Sur le transfert, nous on fait un sujet de sexe tous les jours en fin de newsletter, avec une vision très heureuse du sexe, avec une vision, c'est l'activité humaine la plus sympa, etc. Et on en avait fait un, je me souviens un jour, on en avait fait un sur une étude, on fait beaucoup d'études, une étude qui montrait, qui était en plus une étude faite par l'association des cotonniers USA, donc vous allez voir, qui montrait que les gens qui dormaient nus, donc qui portaient pas de coton, qui dormaient nus, étaient beaucoup plus heureux, rapportaient plus je crois que c'était même pas du bonheur sexuel, je crois qu'ils rapportaient plus de bonheur de manière générale que les gens qui dormaient en pyjama. Et donc il y a une erreur de transfert, il y a une lectrice qui envoie ça à son mec ou à sa gonzesse, j'ai aucune idée, et qui envoie ça, qui lui dit lis le dernier sujet et enlève-moi ma chemise de nuit. Et là c'est tellement sympa ce genre de truc, ça vous fait votre journée. Et on en a eu plein, on en a eu une mère, on avait fait un truc sur comment un article sur comment devait se comporter, ce qu'il fallait dire aux jeunes garçons sur le respect des femmes. On avait une mère qui avait écrit à son fils une lettre, mais tellement émouvante, vous pouvez pas vous imaginer. Alors on l'avait publié le lendemain, on avait appelé la mère, on avait dit est-ce qu'on a le droit de publier votre lettre, etc. C'était somptueux. Oui, moi j'adore ça aussi. Ouais. Donc la prochaine fois que vous partagez TTSO, n'oubliez pas faites une erreur. Parce que pour une erreur, il doit y avoir des centaines de partages qui sont invisibles en fait pour vous. Je pense qu'il y a aussi un usage qui est sur le smartphone, prendre une capture d'écran, le partager sur WhatsApp. Qui est en même temps une des difficultés de l'exercice. Enfin, voilà, moi en plus je travaille toute seule, donc quand c'est un travail collectif c'est différent. Mais moi je suis toute seule, je suis chez moi, et quand il n'y a pas de, enfin ouais, c'est vrai que c'est invisible, il y a pas. Donc tout à l'heure, quelqu'un est venu me dire j'adore ta newsletter. Je dis merci, parce que après on envoie le truc aussi, ça part comme ça et on ne sait pas très bien si celle-là a plu, a pas plu. Enfin. Ah ouais, ça on n'est pas du tout lassé du feedback. Hein, ça tous. Quand les gens, parfois les gens vous disent oh mais je suis sûr que vous l'entendez tout le temps. Quand vous disent des trucs sympas. Et moi je leur dis systématiquement. Nous c'est pas. Toi tu fais 263. Nous on a fait 2400 bouclages. Donc il y a 2400 TTSO. Vous êtes combien? On est 5. Et tous les soirs, on donne tout. Je veux dire, on donne tout. C'est bien, c'est pas bien, hein, ça. Mais il n'y a rien qui reste sur la table et on a tout donné. Alors quand les gens viennent vous dire, je suis sûr que vous l'entendez tout le temps, mais on adore l'entendre. On adore. Donc si vous aimez TTSO, n'hésitez pas à venir me le dire. Ça me fait immensément plaisir. Vous avez tous les deux parlé de la longévité, de la durée, donc 6 ans, 10 ans. Comment on fait pour pas se lasser à titre personnel et aussi ne pas lasser le lecteur en face, même Loom qui parle de vêtements et de mode durable depuis 4-5 ans, c'est ça, enfin, comment on fait pour se renouveler sans cesse? Si je peux dire, moi il y a un bonheur immense de faire ce truc, il y a un bonheur immense. On a monté ce truc, je l'ai monté seul, tu vois, je l'ai monté seul il y a 10 ans. 10 ans après, on en est à 150 000 abonnés. Je veux dire, c'est une chance extraordinaire. Avec 150 000 abonnés, avec certainement certains d'entre vous, avec l'exécutif au plus haut niveau, les patrons du CAC 40, vous ne pouvez pas vous imaginer l'accès de dingue qu'a ce truc, qui est totalement accidentel. Moi, je ne les connais pas, ces gars. C'est hallucinant. Donc, ça marche hyper bien économiquement, ça fait vivre des gens décemment, enfin, c'est une chance extraordinaire. Donc, se lasser de ça, mais à quel titre? Et il y a un bonheur d'écriture immense. Moi, j'écris encore beaucoup. Donc, à quel titre? Et ensuite, nous, on a un bol constitutif, en quelque sorte, qui est qu'on est sur l'actu. Et l'actu, il y a à la fois une très forte dépendance de nous tous à l'actualité. On a besoin d'être au courant de l'actualité. Et en même temps, c'est une matière qui se renouvelle. Alors, qui se renouvelle, quand on fait 6 mois sur le Covid, on peut se demander de quel renouvellement on parle. Mais enfin, grosso modo, ça se renouvelle. Donc, on est servi. On est servi par ce truc.
Ouais, alors moi, outre que tous les mardis, je dis je n'y arriverai pas, il y a aussi tous les mois de septembre où je dis non, je ne vais pas recommencer, j'arrête. Donc voilà. Et qu'est-ce qui me fait continuer? Alors, à part l'aspect, c'est quand même mon salaire. Hein, voilà. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà les retours des gens qui sont, voilà, là je sors un livre, donc je fais des librairies, donc on me parle vachement, mais vraiment énormément de la newsletter, autant que de mes livres précédents. Donc les gens m'en parlent comme, enfin pas d'une œuvre, mais tu vois, comme un truc qui a compté. Comme on dirait, j'ai lu tel livre, ça a compté, j'ai lu tel newsletter, ça a compté. Donc il y a ce côté-là. Et après, il y a aussi un truc de colère et de tenir la position. C'est-à-dire que dans le paysage médiatique, puisque la newsletter reste un média, dans le paysage médiatique actuel, la parole féministe de gauche, c'est pas ce qu'on entend le plus. Et que je me dis, mais si j'arrête, enfin, ça fait une voix en moins, et ça veut dire qu'on leur laisse encore plus de place. Et, voilà. Et là, typiquement, c'est une année de présidentielle, et je me suis dit, je n'ai pas envie. J'ai passé le mois d'août à dire, je veux pas y aller, mais vraiment comme les autres, je veux pas aller à l'école, maman, je veux pas, ça va être horrible. Et en même temps, je dis, non, il faut tenir la position, quoi. Donc, il faut garder. J'ai réussi à créer mon espace. Il faut le garder, il faut le préserver. Et les gens me disent, ouais, faut rien lâcher, quoi. Pas en ce moment. Julia, est-ce qu'il y a aussi cet enjeu de ne pas se lasser, de trouver de nouveaux angles, de nouveaux sujets à évoquer sur la mode et sur le... Moi, je pense que pour nous, c'est plus facile que pour vous parce qu'on écrit quand on veut. Quand il y a quelque chose à Donc, dire. ce qui fait partie aussi de nos stratégies de longévité, dans le sens, la newsletter, c'est en fait une erreur, ça ne pardonne pas. Si tu froisses un abonné, si tu déplais un abonné ou à une abonnée, elle se désabonne et c'est très compliqué qu'il ou elle revienne un jour, quoi. Donc ça, à la fois c'est dur, mais d'un autre côté ça pousse une exigence éditoriale assez forte, quoi. Genre, comment on fait pour ne jamais trahir la confiance des gens qui nous ont demandé de nous recevoir dans leur boîte mail, quoi. Donc pour nous, on a plusieurs valeurs comme ça, qui est donc voilà de ne jamais mentir, ou en tout cas ne jamais relier une information qu'on sait pouvoir être fausse, mais qui pourrait aller dans notre sens, par exemple. Le plus connu, c'est l'industrie textile est la deuxième plus polluante au monde. Ce qui est une fake news. Non, mais ce qui est une espèce d'info qui veut rien dire. Parce que, bref, ça a été débunké par plein de médias, etc. Mais c'est très tentant quand tu es une marque écolo d'utiliser ça. Bon, bref. Non, mais du coup, ne jamais mentir. Toujours produire des contenus qui peuvent être intéressants aussi bien pour un ingénieur textile que ma grand-mère ou un enfant de 13 ans, quoi. Enfin, à la fois qu'ils soient intéressants intellectuellement et facilement ingérables. Enfin, snackable, parce que c'est aussi notre métier, quoi. On a accès à des informations complexes, on a accès à une vision macro, voilà, de notre secteur. Comment on fait pour que ça soit intéressant pour les autres? Parce que je comprends que les dessous de l'industrie textile, au bout de la troisième fois où t'en entends parler, ça peut être chiant. Alors qu'en vrai, non. Enfin, si je peux vendre mon secteur, ce qui se passe dans l'industrie textile est un miroir de ce qui se passe à l'échelle de la société, au niveau des injustices, au niveau des inégalités, au niveau des innovations, au niveau des dynamiques. C'est incroyable, des dynamiques de genre, des dynamiques de classe, des dynamiques de race. Le textile, c'est un super exemple pour comprendre la société. Donc franchement, non, en fait, tu t'en lasses pas, quoi. Mais c'est comme une newsletter féministe. Tu pourrais dire, au bout de 3 fois d'avoir analysé les choses, en fait, tu te rends compte non, que ça touche à tous les sujets de la vie, que ça touche tout le monde, etc. Donc on s'en lasse pas, et les gens s'en lassent pas non plus. Notre communauté, elle grandit tous les jours, et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que tu as les gens du CAC 40 et du gouvernement qui lisent ta newsletter. Peut-être toi aussi d'ailleurs. Ça serait... le CAC 40, je sais pas. Darmanin, je pense, c'est le premier inscrit, tu vois. Je pense qu'il y a moins qui le lisent et qui sont là. Ça va être encore pour ma pomme. Non, mais nous, on est très lus par les autres marques, en fait. Par des marques, les petites marques, etc., mais les ingénieurs et les cadres des autres marques. Et globalement, le but de notre marque, c'est quand même de provoquer un changement dans l'industrie textile pour qu'elle arrête de polluer et d'exploiter les gens comme elle le fait aujourd'hui, quoi. Donc, tu as plusieurs manières d'y arriver. Donc,
t'as les citoyens, les lecteurs, les consommateurs, essayer de leur réveiller les consciences, mais faire changer en fait les travailleurs des autres entreprises, c'est un moteur de changement hyper puissant. Parce que quand tu as les ingénieurs de Decathlon qui vont voir leur board, leur DG en leur disant bah voilà, on pourrait faire ça comme ça, on pourrait faire comme ça, c'est un moteur de changement extrêmement puissant de l'entreprise et hyper important pour nous ça. Juste un point, moi je me retrouve totalement dans le truc ne pas mentir, toujours donner du contenu intéressant et surtout du contenu approchable sans niveler par le bas, hein, mais moi je suis persuadé que les problèmes complexes, nous on fait beaucoup d'écho, tu vois, et on explique des trucs complexes en écho simplement, tu vois, on a fait un truc sur les prix Nobel hier, on fait des articles qui sont plus ou moins bons, je suis très content de l'article qui est un peu complexe, enfin sur une matière un peu complexe, sur le prix Nobel, sur le prix Nobel d'éco, je me retrouve complètement là-dedans. Ensuite, sur pas froisser, nous et sur ce que tu disais de perdre des abonnés. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas toucher ton capital fondamental, c'est la confiance que te font les gens, leur ouverture, leur non-lassitude, etc. Mais fondamentalement, la confiance, je suis totalement d'accord avec ça. Nous, on est un média totalement sincère. On cherche jamais à être agressif, à être méchant, etc. Mais on ne cache jamais, nos indignations économiques, par exemple, parce on fait beaucoup d'échos, ou enfin bon, bref, on ne cache jamais nos opinions. Et perdre un abonné, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. On a des mecs qui nous... régulièrement, on a des emails de gens qui font du chantage à la désinscription en disant « Si vous faites ça ou si vous dites pas ça demain, je me désinscris. » Et on répond toujours la même chose. On répond « on tient trop à notre liberté pour avoir autre chose que le plus grand respect pour la vôtre. » On s'en fout complètement que les gens... Non mais enfin, je veux dire, on s'en fout pas. Hein. Si demain j'ai 40 000 abonnés au lieu de 150 000, ça change un peu le profil de mes recettes. Mais fondamentalement, la confiance qu'on construit avec les gens, et nous, une confiance totalement sur la sincérité. Et perdre un abonné, c'est la vie. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est... En fait, t'as perdre des abonnés quand t'es une marque. C'est perdre des abonnés parce que tu les as saoulés à trop... Enfin, c'est pas... nous aussi, nous, on est assez radicaux finalement dans nos positions. Enfin, on appelle quand même à moins consommer. On pense que les entreprises devraient arrêter de faire la course à la croissance. Enfin, on demande des législations qui régulent plus les entreprises, etc. On est... plutôt radicaux dans le monde de l'entreprise, alors bien sûr moins sans doute que tout ce qui est journaliste et éditorialiste, et c'est pas comme ça qu'on les perd. Enfin pour nous ça c'est pas un moteur. C'est pas en dénonçant les travers de l'industrie textile et en disant qu'H&M fait du greenwashing qu'on perd des abonnés. Il y a très peu de gens qui disent ça c'était trop pour moi, vous avez dit qu'H&M faisait du greenwashing, c'est ma limite, je pars. Non, c'est vraiment pas... Oui, mais par exemple en disant bah là c'est une manière de m'inciter à consommer, enfin vous trahissez vos valeurs, c'est plutôt ce truc-là. Et après, on peut aussi perdre des gens de manière bête. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des maladresses dans les formulations, etc. Pendant la période du Covid, on a eu des formulations pas très heureuses qui ont pu froisser les gens. En gros, on disait, ben oui, le Covid, c'est la cata, mais ce qui nous arrive dessus en termes de catastrophe climatique, ça va être catastrophique encore plus. Et il y a beaucoup de gens qui étaient à ce moment-là touchés par des trucs de l'infirmière. Ils étaient là, en fait... déjà, on n'en sait rien. Enfin, ça pouvait être vu comme un truc de récupération, quoi. On a parlé de perdre des abonnés. Comment vous faites pour en gagner, mis à part la qualité du contenu, le bouche-oreille qu'on a évoqué? Est-ce qu'il y a des hacks ou des astuces avec le micro? Si t'en as, moi je... Alors nous, c'est pas difficile, on fait zéro marketing, mais c'était toi qui parlais des réseaux sociaux. J'avais un stagiaire, il y a toujours un stagiaire qui tourne chez TTSO, et j'en avais un il y a 4-5 ans qui regarde nos réseaux sociaux, qui dit non c'est pas possible, vous êtes vraiment trop nuls, ce qui est totalement exact. Et donc, moi régulièrement, on doit avoir 8000 abonnés sur Twitter, régulièrement je dis bon j'achète 200 000 Ukrainiens, des faux trucs, les mecs me disent non c'est pas une bonne idée Romain, et effectivement c'est pas une bonne idée. Mais bref, donc on se dit on va faire des campagnes Facebook. On va faire des campagnes Facebook, on va regarder combien nous coûte un abonné, etc. On n'a fait que du bouche à oreille depuis 10 ans. On fait les campagnes Facebook et ça marche du feu de Zeus. On était à 30 centimes, je me souviens, de notre abonné. Un abonné supplémentaire nous coûtait 30 centimes. Je me dis, j'ai trouvé la pierre philosophale, c'est formidable. On va passer à 3 millions d'abonnés en 15 jours. Sauf que j'avais quand même fait un truc pas trop débile. J'avais isolé la base Facebook. Et on s'aperçoit que les abonnés ne sont pas du tout des abonnés de la même qualité. Nous, on a des taux d'ouverture de malades, etc. Là, on était
était à la moitié de nos taux d'ouverture et les mecs se barraient. Au bout d'un moment, c'est pas qu'ils étaient plus cons ou j'ai aucun jugement sur ces gens, mais je dois bien constater que les gens qui sont venus pour de bonnes raisons, recrutés par des gens qui lisent, etc., qui sont qui est le fond de notre base, ces gens-là sont de meilleure qualité pour nous. En tant que média que des gens qu'on a acquis. Donc on est revenu au bouche à oreille et nous on est au bouche à oreille, on prend 50 abonnés par jour depuis le premier jour. Donc c'est très très étrange parce qu'on se dit on doit prendre un pourcentage fixe de sa base de données, donc le truc doit être un peu pas du tout, enfin pas en ce qui nous concerne. On prend entre 50 et 100 abonnés nets par jour. On doit avoir je sais pas 30 désabonnements et puis 80 nouveaux abonnements et voilà mais il y a aucune recette. Et par contre, j'ai souvenir quand même que il y avait un enjeu d'industrialiser le bouche-oreille, ou en tout cas d'être pertinent, de cibler les bonnes personnes au sein du CAC 40, au sein du gouvernement, en disant on va essayer de faire en sorte que telle personne qui connaît l'invite. Le truc le plus élaboré qu'on ait fait en termes d'acquisition, c'est qu'on fait un dîner chez Monsieur et Madame TTSO. Donc je dis à ma femme, écoute, on va recevoir des abonnés. La manière dont ça marche, c'est que on dit vous abonnez 3 personnes. Mais vous débrouillez pour que ce soit vraiment 3 personnes, enfin qu'on vous fait confiance, on dit pas 50, on dit 3, comme ça c'est manageable. Si vous abonnez 3 personnes, vous rentrez dans un tirage au sort dont le premier prix est un dîner chez Monsieur et Madame TTSO. Donc on a reçu des gens les plus divers, extrêmement sympathiques, je leur fais un chou farci. C'est toujours très sympa. Il y a eu des moments où la conversation était un peu plus lente quand même, mais généralement on s'est fait des copains. Enfin c'est très sympa. Donc voilà, c'est exactement le truc le plus. Donc bientôt des dîners chez. Attends, ça m'ouvre des perspectives. Mais alors attends, j'aime pas parler avec les inconnus, c'est compliqué. Mais non, mais c'est fou. Mais t'as vraiment donné de ta personne. Mon chauffeur qui est pas incarné, là c'est vraiment aller très loin dans le. Je vais y réfléchir. Alors moi c'est plus que je sais pas dans quel sens ça fonctionne. C'est comme ma newsletter, le texte est après republié sur Slate, avec un truc abonnez-vous, etc. Toutes les semaines sur Slate, il y a un renvoi sur la newsletter. Quelle est la puissance de la marque Slate et de l'audience du coup, Slate. et ma newsletter renvoie sur Slate et Slate renvoie sur la newsletter. Donc voilà. Après, je sais pas quel effet ça a concrètement, mais il y a quand même ça. Ça ressemble à un article toutes les semaines, quoi. D'accord. Donc toi, tu te concentres sur la qualité du contenu, de ce que tu veux partager, et puis ensuite, il y a l'effet viral qui... après, on m'a jamais parlé de chiffres. Enfin, il y a eu une fois dans l'histoire de Slate, on m'a dit « Ah, ça serait bien que ce soit sur abonnement, etc. » Et ça s'est arrêté là. D'accord. Voilà. Oui, donc tu es dans une position plutôt confortable où tu peux te consacrer à l'écriture et à la qualité du contenu. Chez Loom, il y a des enjeux aussi comme ça de recrutement, d'organiser des dîners aussi avec des événements physiques aussi. Ouais, je sais pas, des dîners. Non, beaucoup de travail, ça, je trouve, de rassembler plein de personnes, de faire en sorte qu'ils aillent bien. Je suis assez admiratif. Si tu fais ça tous les combien de temps? Non, mais je fais ça une fois par an et c'est un dîner. Il y a qu'un couple qui gagne, tu vois. Les gens viennent avec qui ils veulent. Mais c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Ok. Je vais y réfléchir. Je cuisine vraiment pas très bien et j'aime pas le chou. Enfin bref, là n'est pas la question. Nous, il y a un vrai truc donc ça grossit petit à petit. En fait, de temps en temps, une fois quand on a publié un bon article, tu vas avoir une grosse salve, tu vois, 200 personnes, mais c'est pas vos chiffres à vous, quoi. Si on gagne 1000 personnes en un mois, c'est notre max, etc., quoi. On a quand même grossi petit à petit, mais pour donner une idée, nous on est plutôt à 40 000 avec 40 000 avec des taux d'abonnés, avec des taux d'ouverture de plutôt 1 sur 2, quoi. Mais il y a un vrai truc où nous on sait que ça va être compliqué de faire beaucoup plus. On a une marque de fringues et on parle de textile et de greenwashing, de mécanismes de carbone, de bilan de gaz à effet de serre dans le textile, etc. On ne fera jamais un million d'abonnés. Et dans les faits, quel est l'intérêt pour nous d'avoir plus d'abonnés? C'est le problème. Je parle depuis une position extrêmement privilégiée, mais mon entreprise est rentable, donc j'ai pas besoin d'aller faire. En fait, j'ai pas besoin d'aller faire plus, quoi. Ça m'intéresse que cette newsletter soit lue par plus de monde dans un objectif militant, dans un objectif d'éveiller les consciences. Et du coup, je suis extrêmement contente que ça soit une newsletter qui soit très lue dans le milieu du textile et dans le milieu des professionnels du textile. Mais au-delà de ça,
on n'a pas besoin de faire plus, quoi. Enfin, je veux que ça reste quand même à ce niveau-là. Enfin, on veut que ça reste. Et quand je dis je, nous, c'est vraiment effectivement, c'est un produit collectif. Hein, on est 5 à bosser dessus. On veut que ça reste un produit de bonne qualité, dont on est fier, dont on est content de sortir les choses. Bien sûr que ça nous fait extrêmement plaisir quand les gens nous disent, je l'ai lu, c'était super, etc. Donc il y a beaucoup de gens dans cette salle qui lisent cette newsletter et qui nous font des feedbacks. Mais à quoi bon grossir plus? Mais c'est la même réflexion qu'on se fait pour notre entreprise, quoi. À quoi bon grossir encore plus et tout. Il y a un moment où c'est bien, en fait. C'est bien de toucher tes 40 000 personnes et qu'ils soient contents de le lire, etc. Et aller chercher d'autres gens, très bien si ça arrive, mais ça n'explosera pas, quoi. Peut-être au fil des années, il y aura plus 2, 3, 4%, et peut-être qu'un jour il y aura 100 000 personnes qui liront, etc. Mais faut pas se leurrer. Et tant mieux, parce qu'en fait, il faut de la place aussi pour d'autres personnes qui vont parler de. Enfin, c'est pas intéressant, en fait, une newsletter qui chope l'ensemble du lectorat français, quoi. C'est trop bien s'il y a plein de points de vue différents qui arrivent à émerger et qui ouvrent les yeux sur différentes perspectives, quoi. Et comment vous voyez évoluer vos newsletters respectives à l'avenir? Est-ce que, par exemple, Time to Sign Off, il y a moyen de dupliquer ce style, ce ton, ce tri de l'information sur d'autres verticales, sur des podcasts? Alors, on a fait un essai qui est pour l'instant endormi, mais on avait fait une newsletter de philo avec Gaspard Koenig qui s'appelait Time to Philo, qui déconstruisait une fois par semaine une actu à la lumière de la philo. C'était remarquable quand Gaspard l'écrivait. Et puis ensuite, Gaspard a plus eu le temps, donc on a embauché des agrégés de philo. Alors, je vous le dis tout de suite, les agrégés de philo, ça ne sait pas écrire, hein. C'est épouvantable. Donc, on s'arrachait les cheveux, ça me coûtait un peu cher, parce que c'est pas monétisé évidemment tout ça. Ça me coûtait un peu cher, et puis c'était beaucoup de travail de relecture et d'édition. Donc j'ai arrêté, on a arrêté là depuis le confinement, depuis le premier confinement, donc ça fait 1 an. On a fait une newsletter avec SoFoot qui s'appelle Time to SoFoot, qui est une hebdo aussi, qui est sur l'actualité du sport, qui marche super bien. Je suis très content du produit. On le relance là, on le monétise pas, mais bon, ça on va arriver à le monétiser assez facilement. Et on va le relancer ça va s'appeler vraisemblablement Time to So Sport parce que c'est vraiment génial, ouais. Et donc voilà. Et là, ce qu'on regarde, on regarde vachement les trucs de voix. Je fais un podcast avec Slate tous les mercredis. C'est Laurence Nardon qui est la patronne de la division US à l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales. On fait un truc sur les US, sur l'actualité US tous les mercredis. Je vous conseille de l'écouter. J'y suis pour rien. Je fais simplement les relances. Mais Laurence est formidable. C'est super intéressant. Et nous, on avait lancé le samedi matin. Je fais une revue de l'actualité sur comment ça s'appelle? Clubhouse, voilà. Sur Clubhouse, alors c'était très énervant parce que Clubhouse avait un petit côté club, etc. Il fallait être membre, enfin tout ce que je déteste. Heureusement, Clubhouse est maintenant ouvert. Twitter a lui-même sorti Spaces, qui a les mêmes trucs. Donc je veux relancer ça tous les samedis matins de 10 à 11. On fait une revue de l'actualité, mais j'ai un invité. Donc je l'ai fait pour l'instant avec mes copains, avec Koenig, avec Siboni, avec les gens qui sont dans TTSO régulièrement. Et puis on va monter en gamme sur les invités. Je connais aucun homme politique, je suis pas du tout dans les cercles de pouvoir, etc. Mais je connais bien Édouard Philippe. Donc on va faire venir Édouard Philippe, qui est très marrant en plus, et puis les autres vont débouler. Là, il y a Villani qui m'a écrit un mail qui veut venir. Ça va être lunaire, ça. Il m'a écrit un mail sur la musique. Il m'a dit je sais pas, j'arrive pas à l'imiter, mais il est complètement lunaire, ce mec. Il a 2 cerveaux, hein, j'ai bien compris, mais enfin. Et on avait fait un truc sur Lee Hazelwood. Je sais pas si vous connaissez Lee Hazelwood. C'est le producteur de Nancy Sinatra. C'est un chanteur. Vous pouvez pas imaginer la voix qu'il a. C'est somptueux. Et alors, il adore Lee Hazelwood. Et il y avait une reprise de Lee Hazelwood qui était faite par Marie Laforêt. Il me l'a envoyé. C'est super bien. Donc voilà. Donc pour nous, c'est aller vers la voix, aller vers le podcast, incarner le truc. D'accord. Titiou, il y a le livre. Ouais, après, moi, c'est parti. Il y a 2 questions. Il y a la question pour Slate, tu vois, au sein de l'entreprise. Je pense que vraiment, Charlotte a mis en place, a lancé ma newsletter et transfère le podcast en même temps. Et qu'à un moment, Slate s'est dit, OK, où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on met notre énergie? Pas trop notre argent, parce qu'on n'en a pas trop, mais l'énergie en tout cas. Et donc, ça a été choisi de développer plutôt le podcast
On a pensé à un moment à faire plein de newsletters hyper incarnés par d'autres journalistes de Slate et tout. Et finalement, ces journalistes ont fait des podcasts et ça s'est développé côté podcast. Donc il y a une concurrence podcast, newsletter, mais ça peut être aussi très complémentaire. Parce que ça prend du temps et parce que voilà, à l'échelle d'une petite structure, tu peux pas tout lancer 15 000 projets en même temps, tu es obligé de te structurer. Donc c'est resté comme ça. Et voilà. Et Julia, je pense que tu as déjà répondu à la question, hein, c'est focus sur la newsletter telle qu'elle existe aujourd'hui, sur les produits de la marque, mais pas dispersion sur tous les canaux, c'est ça? Ouais, non, mais là, nous, c'est toujours pareil, il y a un espèce de truc où on voit comment évoluent les autres marques qui sont nées en même temps que nous, et nous, il y a un tournant qu'on n'a pas pris, c'est celui de la vidéo, clairement. Mais je trouve ça méga dur, en faire de la vidéo, je trouve ça méga dur d'arriver à faire un truc original, beau, pas trop cliché, pas trop, tu vois, enfin, marque de fringues, c'est quand même compliqué de pas avoir... tu vois, une personne en t-shirt blanc qui regarde vers l'horizon, enfin c'est hyper dur, donc d'être drôle sans être ringard, enfin c'est trop dur techniquement, alors que l'écriture c'est tellement, enfin si tu sais écrire, en tout cas si tu sais, c'est tellement facile à mettre en œuvre, enfin et il y a un vrai truc aussi où genre, enfin tout le monde te dit voilà, il faut aller faire de la vidéo, il faut aller faire du format, il faut aller faire du truc facile, il te faut un truc en 2 minutes, etc. Et nous, on se rend compte qu'il y a peut-être un truc qui marche aussi à arriver à faire quelque chose qui soit justement pas dans ce que tout le monde te dit qu'il faut faire, tu vois. Non, nous, on fait des articles qui font 16 pages, qui prennent 25 minutes à lire, et on n'a jamais... Enfin, ça marche très bien, et quand on essaie de faire des trucs courts, etc., bah, c'est déjà vu ailleurs, quoi. Donc ce qui arrive à te différencier aussi, c'est... nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des trucs où tu en ressors élevé intelligemment. Et pour ça, on te remercie beaucoup ta newsletter, parce que ça nous a... Enfin, moi, chaque fois que je finis de lire ta newsletter, je me dis, je savais pas, j'ai appris quelque chose, et voilà, je me sens élevé intelligemment. Et c'est hyper dur de trouver aujourd'hui des contenus dans les médias qui disent ça, quoi. Et donc aller se développer sur d'autres trucs, ça voudrait dire embaucher des gens, ça voudrait dire que ça serait plus vraiment notre temps, etc. Et je pense que le reste périme. Bah, c'est une très bonne conclusion, puisque malheureusement le temps est écoulé. J'aurais encore des dizaines de questions à vous poser, mais on va s'arrêter là. Merci à tous les trois. Merci à My Little Paris aussi pour l'organisation de ce festival. Merci aux Échos et à France Info pour aussi tout ce média en scène version 2021. Bonne journée.